Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Nous allons suivre ensemble les débats au Sénat autour de l'intervention française en Syrie. C'est une obligation fixée dans la Constitution. Le Parlement doit être informé par l'exécutif dans un délai de 3 jours après tout engagement des forces militaires françaises. C'est Jean-Yves Le Drian qui doit développer les raisons pour lesquelles la France est intervenue. Chaque groupe parlementaire a ensuite 10 minutes pour exposer sa position. Parmi les intervenants, les présidents des deux principaux groupes au Sénat, Bruno Retailleau pour les Républicains et Patrick Kanner pour les Socialistes. Christian Cambon, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, conclura la séance. Précisons que c'est un débat sans vote. Je vous propose de suivre tout cela tout de suite avec nous sur Public Sénat. À tout à l'heure. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, conformément à l'article 35 alinéa 2 de notre Constitution, j'ai l'honneur de vous informer des décisions prises pour l'intervention de nos forces armées à l'étranger. Compte tenu de l'importance de ces opérations, nous avons voulu que cette information soit suivie d'un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le 7 avril dernier, plusieurs attaques chimiques ont été menées sur la ville de Douma en Syrie, y compris contre les infrastructures médicales de la ville. Plus de 45 personnes y ont laissé la vie et de très nombreux autres ont été blessés. Dans la nuit du 13 au 14 avril dernier, sur ordre du président de la République, les forces aériennes et navales françaises, en étroite coordination avec les forces armées des États-Unis et du Royaume-Uni, ont frappé le territoire syrien. Cette opération a été un succès. Nous avons détruit les 3 sites visés, un site de recherche dans la banlieue de Damas, un site d'assemblage et un site de stockage chimique. Sans attendre notre débat de ce jour, et conformément à l'esprit de nos institutions, le gouvernement a veillé à ce que le Parlement soit constamment informé de la situation. Dans la soirée qui a précédé l'action de nos forces, le Premier ministre a personnellement informé les présidents des 2 assemblées des décisions prises par le président de la République. Hier matin, le Premier ministre a reçu les présidents des assemblées, des commissions compétentes et des groupes parlementaires. Ces échanges ont été d'une grande qualité, d'une grande dignité, qualité et dignité que la situation impose. Et cet après-midi, il nous revient de débattre de la situation en Syrie et de l'action de la France. Je voudrais d'abord rappeler le cadre dans lequel se déploie notre politique en Syrie. D'abord, nos objectifs généraux. Ils sont clairs. Ils n'ont pas varié. Notre ennemi n'est pas la Syrie. Nous ne sommes pas entrés en guerre contre la Syrie ou contre le régime de Bachar el-Assad. Notre ennemi, c'est Daesh. Nous voulons venir à bout du mouvement terroriste qui a organisé sur notre sol les attentats meurtriers qui ont frappé dans leur chair tant de familles françaises et au-delà d'eux, tous les esprits. Mais notre action politique ou militaire au Levant serait parfaitement vaine. Notre politique étrangère tout entière serait sans objet si une arme de terreur, bannie par la communauté internationale depuis près d'1 siècle, entretenait la barbarie contre les populations civiles, promouvait la haine, minait toute possibilité de règlement politique, en un mot, contredisait toutes les règles que se donnent les humains. Trouver une solution politique à un conflit, faire que la guerre débouche sur la paix, c'est possible. Mais aucune solution politique ne sera trouvée tant que l'utilisation de l'arme chimique restera impunie. Et les populations civiles payent le coût de l'inaction. Notre sécurité elle-même, en France et en Europe, est mise en cause. C'est bien la raison pour laquelle le président de la République avait fixé clairement une ligne rouge dès le début de son mandat. L'arme chimique est interdite dans les opérations de guerre depuis 1925, il y a près d'1 siècle.
La Syrie a ratifié ce protocole en 1968, il y a 50 ans. La France a toujours été à la pointe du combat contre les armes chimiques depuis la bataille d'Ypres en 1915. Et après le protocole de 1925, c'est la France qui a relancé la négociation en 1989 à l'initiative du président François Mitterrand. La convention qui interdit la possession d'armes chimiques a finalement été signée à Paris en 1993. Elle est aujourd'hui la loi commune de 192 États. La communauté des États s'est accordée pour bannir les armes chimiques puisqu'elles sont systématiquement l'instrument d'un crime de guerre. Sous forme gazeuse ou liquide, elles se répandent au-delà de la zone des combats, persistent après le temps des combats et touchent indistinctement les combattants et les civils. Il ne s'agit plus uniquement d'une guerre sale, d'une guerre déloyale, mais de scènes apocalyptiques que le régime syrien a réactivées. Avec les armes chimiques, c'est la raison et la civilisation qui vacillent durablement. L'utilisation de l'arme chimique dit quelque chose de celui qui y a recours. Et mesdames et messieurs les sénateurs, notre réaction à cette utilisation dit aussi quelque chose de nous. En mai 2017, le président de la République avait très précisément défini cette ligne rouge. Une attaque chimique avérée, attribuable aux forces armées syriennes avec des conséquences létales, entraînerait une réponse immédiate. Cela avait été dit très clairement, d'ailleurs en présence du président de la Fédération de Russie, qui avait ensuite approuvé la formulation du président de la République. Le 7 avril, cette ligne rouge a été franchie. Les renseignements rassemblés par la France et ses alliés attestent de la réalité de cette attaque chimique que vient également de confirmer l'Organisation mondiale de la santé. Ces renseignements, collectés par nos services et par nos alliés, analysés par nos équipes médicales, font également état de nombreuses victimes. Ils démontrent la responsabilité des forces armées syriennes dans cette opération. C'est malheureusement une tactique déjà éprouvée qui s'est exercée à Douma. Le schéma appliqué est très similaire à celui qui avait été déployé à Alep. La stratégie opérationnelle répond à un objectif clair, semer la terreur dans les populations civiles et accélérer les dernières étapes du combat en délogeant par tous les moyens les groupes armés. Il s'agit donc d'une stratégie de terreur délibérée et d'une stratégie de terreur répétée. Car le régime n'en est pas à sa première utilisation des armes chimiques. En 2013 et en 2017, la France a déclassifié des renseignements qui démontrent la responsabilité de Damas dans plusieurs attaques chimiques avérées. Lors de l'attaque de Khan Cheikhoun, le 4 avril 2017, nous avons publié une évaluation nationale qui prouve la responsabilité du régime. Les mécanismes internationaux, sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, ont confirmé à plusieurs reprises nos éléments. Et dans un rapport publié le 6 septembre 2017, le comité d'enquête de l'ONU a également établi la responsabilité des forces gouvernementales syriennes dans les attaques de Khan Cheikhoun. Avant d'avoir recours à la force, nous sommes allés au bout de la démarche politique et diplomatique pour faire entendre raison à Damas. La France est profondément attachée au multilatéralisme parce que la voie collective, l'histoire nous en a convaincus, est la seule manière de maintenir une paix durable. Ces dernières années, la France et ses partenaires ont multiplié les initiatives diplomatiques au Conseil de sécurité, à l'Assemblée générale des Nations unies, au Conseil des droits de l'homme et à l'OIAC. Mais la France veut un multilatéralisme efficace. Or, en l'espèce, l'attitude d'obstruction d'un État n'a pas permis à cette démarche collective d'aboutir. La Russie a posé 12 vétos sur le dossier syrien, dont 6 sur le seul aspect chimique. Et le plus récent, mardi dernier,
pour s'opposer à un projet prévoyant le rétablissement du mécanisme indépendant d'enquête, mécanisme aussi d'attribution des responsabilités en cas d'attaque chimique en Syrie. Le Conseil de sécurité s'était déjà engagé à adopter des mesures coercitives, notamment militaires, en vertu du chapitre 7 de la Charte, qui autorise l'emploi de la force si nécessaire, et cela face aux violations multiples et répétées par le régime du droit international et de ses propres engagements. Et je voudrais vous rappeler les termes de la résolution 2118, votée à l'unanimité le 27 septembre 2013, à l'issue déjà des attaques chimiques syriennes du mois précédent. À cette occasion, le Conseil de sécurité, je le cite, c'est l'article 21 de cette résolution, le Conseil de sécurité décide qu'en cas de non-respect de la présente résolution, y compris de transfert non autorisé ou d'emploi d'armes chimiques par quiconque en République arabe syrienne, il imposera des mesures en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations unies. Nous avons donc pris nos responsabilités et pour le futur, pour les jours, les semaines et les mois qui viennent, notre ligne politique reste claire et ne change pas. Notre riposte était amplement justifiée dans ses causes. Dans ses modalités, elle a été soigneusement proportionnée. Des objectifs exclusivement liés au programme chimique, des objectifs exclusivement syriens, et elle a été ciblée pour éviter les dommages aux civils et conçue de façon à éviter toute escalade. Nous avons ainsi envoyé un message ferme, un message clair, un message fort. Nous voulons dissuader le régime de recourir à l'arme chimique alors que des combats se poursuivent et que le régime en place ne montre aucun signe d'une disposition à rechercher une voie de sortie politique. Nous voulons dire qu'aucune victoire militaire ne peut impunément être remportée au moyen d'armes chimiques. Notre action, coordonnée avec celle de nos armées, vise à rendre prohibitif le coût d'utilisation de ces armes. L'avantage militaire que les Syriens ont cru retirer de leurs frappes chimiques sera largement compensé par les pertes que nous avons infligées à leur capacité. Nous avons par ailleurs nettement amoindri leur capacité à recourir de nouveau à de telles armes en atteignant leurs installations de production, d'assemblage et de stockage. Je tiens ici à rendre hommage aux femmes et aux hommes de nos armées qui ont conduit cette opération avec un sang-froid, un professionnalisme remarquable. Par sa force et sa profondeur de frappe, la France a confirmé son statut de puissance politique et militaire. Ces armées, avec nos alliés, sont intervenues avec rapidité, avec efficacité, tout en assurant et tout en s'assurant des garanties nécessaires pour protéger les populations civiles. Pour autant, mesdames et messieurs les sénateurs, cette intervention n'est pas le prélude à une guerre. Nous n'entrons pas dans une logique d'escalade. Nous avons frappé les capacités chimiques du régime et non les alliés du régime, malgré nos divergences de vues qui sont claires. Le président de la République continue à dialoguer avec ses homologues, car nous ne voulons pas renoncer à la seule option qui soit porteuse d'avenir, la solution politique. Notre action a recueilli un très large soutien international, tant de la part de nos alliés, en particulier l'Allemagne, qui a souligné son caractère nécessaire et proportionné, que de la part des grandes organisations internationales, l'Union européenne, le Conseil de coopération des États arabes du Golfe, se sont en particulier très clairement et très favorablement exprimés par la voix de leurs représentants. Samedi dernier, le Conseil de sécurité a massivement rejeté le projet présenté par la Russie pour condamner l'intervention. La très grande majorité des membres du Conseil ne souscrit donc pas à l'affirmation selon laquelle notre action serait contraire à la légalité internationale. Aux yeux de tous, elle témoigne en outre de notre autonomie de décision. Au-delà de cette opération militaire, nous allons désormais poursuivre nos efforts pour relancer activement
un processus de règlement aujourd'hui à l'arrêt. Le Conseil de sécurité en a fixé le cadre par 3 résolutions différentes. Outre la résolution 2118 que j'ai citée, la résolution 2401, adoptée également par la Russie, prévoit une trêve immédiate qui doit permettre la reprise de l'aide humanitaire. 13 millions de Syriens, dont 6 millions d'enfants, doivent recevoir une aide urgente et vitale. Plus de la moitié de la population syrienne a dû quitter son foyer et le président de la République va annoncer une initiative qui passe par une montée en puissance des financements français et européens et l'élaboration d'un plan d'ensemble dans lequel s'inscriront l'ensemble des projets en coordination avec nos principaux partenaires, l'ONU, le HCR, le CICR et les ONG. Et puis, il y a la résolution 2254 qui prévoit, quant à elle, l'adoption d'une nouvelle constitution et des élections libres en Syrie. Nous devons renforcer le consensus international en faveur d'une solution politique inclusive. Ainsi, l'instance de concertation réunissant les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Arabie saoudite, la Jordanie et la France doit ouvrir une négociation avec l'Iran, la Russie et la Turquie. Mesdames et messieurs les sénateurs, la force n'est jamais une fin en soi, mais l'histoire nous a appris qu'en différer l'usage face à l'inacceptable achète souvent un repos illusoire qu'il faut payer plus tard au prix fort. Avoir recours à la force est un acte lourd, grave. Tous ceux qui, ici, sur vos bancs, ont eu à prendre ou à accompagner de telles décisions le savent. L'action comporte un risque. L'action a un coût humain, un coût politique. En l'espèce, je voudrais vous faire partager la conviction que le risque et le coût de l'inaction sont encore plus grands. Plus grands pour notre avenir, plus grands aussi pour notre conscience et pour la trace que nous laisserons dans l'histoire et dans le regard de nos enfants. Bien sûr, la décision prise par le président de la République en son âme et conscience, décision difficile, décision légitime, décision nécessaire, cette décision sera débattue et c'est l'honneur de notre démocratie que de permettre ce débat. Je ne mésestime nullement la complexité de la situation au Levant. Elle impose nuance, prudence et réflexion. Mais elle ne condamne ni à l'inaction ni à l'impuissance face à une violation aussi flagrante des principes qui fondent notre vie en commun. Agir, prendre nos responsabilités, porter haut la voix de la France, montrer ce sur quoi nous resterons inflexibles, utiliser s'il le faut, quand il le faut, nos forces armées pour dire sans relâche ce que nous sommes, ce à quoi nous croyons, sans prétendre régler à nous tout seuls tous les problèmes du monde. Mais ne jamais, jamais détourner les yeux lorsque nous pouvons y contribuer. Tel est, mesdames et messieurs les sénateurs, le sens de l'action du président de la République et du gouvernement. Je vous remercie. Merci. Merci, monsieur le ministre. J'indique au Sénat qu'il a été décidé d'attribuer à raison d'un orateur par groupe un temps de parole de 10 minutes au porte-parole des groupes et de 3 minutes à la réunion des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe. Dans la suite du débat, la parole est au président Jean-Claude Requier pour le groupe du Rassemblement démocratique social et européen pour 10 minutes, monsieur le président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, mes chers collègues, le 7 avril dernier, à Douma, une troisième attaque chimique d'ampleur et meurtrière a été perpétuée sur le territoire syrien. Elle succède à celle de 2013, déjà menée dans la Ghouta orientale, et à celle tout aussi meurtrière de Khan Cheikhoun en 2017. Ces attaques majeures ne sont que des épisodes les plus dramatiques d'une réalité constituée de plusieurs dizaines de faits chimiques recensés depuis 1914. Vous l'avez dit, monsieur le ministre, une ligne rouge a été franchie. Le régime de Damas savait, lui aussi très bien, à quoi il s'exposait par ses agissements. La décision d'intervenir nous réunit aujourd'hui
pour en débattre seulement, puisque la Constitution est ainsi faite, le président de la République, en tant que chef des armées, a toute légitimité pour décider avant de nous consulter. Cependant, nous savons dans ces circonstances que l'unité républicaine revêt toujours son importance. Importance envers nos concitoyens, bien sûr, importance aussi pour faire la preuve de notre crédibilité sur la scène internationale. Faire intervenir nos forces armées est une décision grave, conséquente. Il est donc nécessaire que la représentation nationale puisse s'exprimer sur la décision d'intervenir elle-même, comme sur ce qui adviendra ensuite. Comme vous le savez, Monsieur le Ministre, le RDSE a toujours soutenu chacune de ces dernières interventions militaires françaises à l'extérieur, que ce soit au Mali en 2013 ou en Syrie en 2015, avec l'engagement de nos forces au sein de la coalition. Aujourd'hui, c'est dans le même état d'esprit que nous vous soutenons dans cette initiative, et ceci pour 3 raisons. Pour une raison humanitaire tout d'abord, parce que la France, fidèle à ses valeurs, ne peut pas rester inerte face à l'utilisation des armes chimiques, des armes barbares, dont les effets heurtent la conscience collective et notre sentiment d'humanité. Comment en effet ne pas réagir à ces images insoutenables d'enfants, de femmes et d'hommes au visage et au corps boursouflés, vraisemblablement par le chlore. Cette dernière attaque aurait fait près de 40 victimes innocentes au mépris des règles du droit international. J'en viens à la seconde raison. La communauté internationale a progressivement construit un droit lié au conflit pour des raisons humanitaires. Il y a en l'espèce, s'agissant des armes chimiques, le protocole de 1925 et les conventions qui interdisent l'utilisation des armes chimiques. Il y a bien sûr aussi la résolution 2118 du Conseil de sécurité des Nations Unies, votée en 2013, qui était destinée à encadrer la destruction de l'arsenal chimique syrien. La Syrie est entrée dans l'OIAC, donc l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, en 2013, et n'a depuis nullement respecté ses engagements. Elle a franchi la limite posée par le Conseil de sécurité. Enfin, troisième point, soutenir ces frappes, ce n'est pas seulement céder à l'émotion, mais c'est aussi en apprécier tout l'intérêt stratégique. D'une part, c'est envoyer un message de fermeté à tous les acteurs engagés dans la région, en particulier à la Russie, soutien de Damas, afin de démontrer que nous sommes en capacité de poser concrètement des limites à l'inacceptable. D'autre part, le régime syrien a érigé l'utilisation des armes chimiques en véritable outil tactique pour déloger les populations des dernières poches de résistance, obtenir des accords de reddition négociés avec les différents groupes. À cet égard, la dernière attaque chimique à Douma résulterait de l'échec partiel des négociations avec Raï al-Islam, dont une partie des combattants n'avait pas accepté de quitter Douma. Par conséquent, détruire l'arsenal chimique du régime de Damas, c'est gripper sa stratégie mortifère en zone urbaine. Aussi, je le répète, mes chers collègues, la décision de frapper les sites syriens de production d'armes chimiques et de recherche semblait inéluctable depuis quelques jours. Bien entendu, on entend ici et là des critiques sur la légalité internationale. Monsieur le ministre, vous y avez répondu. Pour ma part, je pèse mes mots, mais je rappellerai juste que lorsque 3 membres permanents sur 5 du Conseil de sécurité prennent une décision, celle-ci revêt un poids certain, surtout lorsqu'elle répond à des principes fixés antérieurement par des résolutions. En toute logique, l'ONU d'ailleurs n'a pas condamné ces frappes. J'ajouterai que personne n'est dupe quant à la préparation de l'opération, dont la durée plutôt longue a permis de soigner, entre guillemets, la Russie, si je puis dire, et d'éviter ainsi une escalade. Nous en sommes tous bien conscients. Tout cela étant dit, le RDSE est attaché à ce que la suite se déroule dans le cadre des préconisations de l'ONU, et nous nous réjouissons de l'initiative française pour remettre au premier plan une action diplomatique en faveur de la paix. Du processus de Genève aux négociations d'Astana,
Force est de reconnaître que les différents pourparlers sont en panne. Or, des centaines de morts liés aux attaques chimiques ne doivent pas occulter le chiffre plus effrayant encore de 350 000 victimes du conflit syrien depuis 2011, donc plus de 100 000 civils. Il y a donc urgence à demander un cessez-le-feu, car nous savons que la ville d'Idlib pourrait être la prochaine cible. Il y a tout autant urgence à relancer les discussions dans un cadre qui prenne en compte toutes les nouvelles dimensions du conflit. Tout d'abord, il apparaît clairement que le départ de Bachar el-Assad, pendant longtemps, une condition des négociations avec l'opposition, ne peut plus en être une. C'est une ligne que la France a longtemps défendue, mais cela n'est plus possible depuis la reconquête de la Syrie utile par Damas avec l'appui des Russes. Pour autant, nous devons contraindre Bachar el-Assad à accepter des concessions. Il conviendrait notamment de reprendre les idées du Small Group, l'élaboration d'une nouvelle constitution et l'organisation d'élections à travers le prisme de la réconciliation nationale, ce qui ne sera pas aisé, bien évidemment. Mais sans cette réconciliation, permise par une constitution adaptée aux enjeux ethniques et confessionnels du territoire, ce sera la porte ouverte à une partition, ce qui n'est jamais souhaitable, justement à cause de cette diversité. Le processus de paix passe aussi par l'apaisement des tensions entre puissances extérieures. Nous avons par exemple de nombreux points de convergence avec la Turquie, mais son inquiétude quant au risque d'une entité autonome kurde dans le nord-est du pays ne doit pas perturber le processus diplomatique, de même que la présence iranienne sur le territoire syrien ne doit pas non plus compliquer la donne. Aussi, Monsieur le ministre, nous attendons beaucoup des initiatives que pourraient prendre la France et ses partenaires dans le cadre des Nations Unies. Si l'objectif des frappes que nos forces armées ont menées dans la nuit de vendredi à samedi ne visait pas à démontrer notre puissance, même si l'on doit au passage saluer l'efficacité de notre armée, il n'en demeure pas moins que la France a toujours un rôle à jouer autour de la table des négociations. Dans cette perspective, vous avez notre soutien, Monsieur le ministre, sous réserve que les objectifs soient clairs et couverts de la légalité internationale. Merci, Monsieur le Président. La parole est maintenant au président Bruno Retailleau pour le groupe Les Républicains pour 10 minutes. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le Président, cher Christian Cambon, mes chers collègues, le débat d'aujourd'hui relève, je crois, d'une double exigence. La première, c'est une exigence formelle, constitutionnelle, bien sûr. Mais ce n'est pas la plus importante. La plus importante pour moi, pour nous, je crois, c'est l'exigence politique, l'exigence démocratique, parce qu'on n'engage pas les forces armées de la France sans en répondre devant la représentation nationale, bien évidemment. Je voudrais, avant de commencer mon propos, faire deux remarques. La première, dire le soutien le plus total que nous avons tous pour nos soldats, dont la mission est extrêmement difficile, ici comme là-bas, bien évidemment. L'autre remarque, c'est pour citer Chesterton dans le texte. Right or wrong, it's my country. Ce que je veux dire, c'est que le dissensus, le débat dans la démocratie est non seulement naturel, mais il est indispensable. Surtout lorsqu'il s'agit de choses aussi graves que celles dont nous devons débattre. Et que ce soit dans l'approbation ou dans les réserves, nous devons y mettre, parce qu'il s'agit de l'engagement de la France, énormément d'esprit de responsabilité. C'est ce que je tenterai de faire, d'autant plus que nous ne sommes pas d'un seul tenant et qu'il y a un certain nombre de sensibilités vis-à-vis des uns et vis-à-vis des autres. De quoi, Monsieur le ministre, devons-nous débattre? Certainement pas du régime de Bachar el-Assad, parce que sur l'ensemble de ces rangs, j'espère que chacun est convaincu du caractère sanguinaire, dictatorial du régime de Damas.
Devons-nous débattre aussi de l'usage des armes chimiques? Pas plus. C'est une autre évidence pour nous que leur banalisation est extrêmement dangereuse. Nous allons débattre sur les moyens de lutter contre cette banalisation. Et je voudrais vous faire remarquer, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, que ce débat sur le recours à la force, ça n'est pas un débat nouveau, c'est un débat ancien qui a traversé dans les démocraties occidentales plusieurs moments, des moments parfois paroxystiques. 2003. C'est un débat redoutable, c'est un débat complexe, et on ne saurait, mes chers collègues, on ne saurait le réduire cette complexité à une forme d'opposition simplifiée. D'un côté, les pro-Bachar, de l'autre, les anti-Bachar. D'un côté, les bonnes consciences, de l'autre côté, les mauvaises consciences. D'un côté, les sans peur, de l'autre côté, les sans cœur. Monsieur le ministre, c'est au creux de cette complexité, c'est à l'intérieur de cette complexité que je veux m'exprimer pour vous faire part d'un certain nombre de réserves, qui sont des doutes, bien sûr. La première, elle vise la situation contextuelle de la Syrie. Parce que dans ce pays, il y a un enchevêtrement de guerre, vous le savez sans doute mieux que chacun d'entre nous. La guerre civile d'abord, la guerre contre Daesh, la guerre entre la Turquie et les Kurdes, entre le monde chiite et le monde sunnite, la guerre pour la restauration de la puissance régionale de la Russie, et l'inquiétude que nous avons et que j'exprime ici, au Sénat, est la suivante. Monsieur le ministre, pensez-vous qu'ajouter la guerre à la guerre puisse faire avancer la paix? C'est une interrogation que nous avons. La deuxième réserve conserve l'efficacité de ce genre de frappe punitive, puisque, hasard de l'histoire, le 7 mai, si l'attaque était avérée, chimique, il s'agissait en réalité d'un triste anniversaire, puisque le 7 mai 2017, M. Trump lançait une attaque, des frappes punitives contre la Syrie, à l'époque en représailles déjà de cette présomption d'utilisation de l'arme chimique. Un an après, que s'est-il passé? À nouveau, le régime utilise les armes chimiques. Donc on peut là encore émettre un doute en se disant il y a déjà eu frappe. Quels résultats ont-elles donné? À l'époque, les États-Unis d'Amérique s'étaient appuyés sur la résolution 2118, sur l'article 21. Vous avez fidèlement, Monsieur le Ministre, cité l'article 21, mais l'article 21 conclut à la nécessité que le Conseil de sécurité arbitre bien l'usage de la force, ce qui n'a pas été le cas. Je le fais remarquer. Donc, dubitatif sur les effets, seul l'avenir nous le dira, mais dubitatif sur les possibles contre-effets, des effets contre-productifs. Parce que souvent, on sait qu'une dictature attaquée de l'extérieur a un réflexe, c'est de galvaniser ses troupes, ses alliances, son camp. Est-ce que la Turquie a été séparée de l'axe avec Moscou après la déclaration du porte-parole du gouvernement turc ce matin? J'en doute. Est-ce que l'axe entre l'Iran et Moscou a été affaibli? Je ne le sais pas. Autre effet pervers, c'est vis-à-vis du terrorisme. La mère de toutes les batailles pour nous, et vous le savez très très bien, c'est la lutte contre Daesh, contre le totalitarisme islamiste. Et nous ne devons rien céder. Là encore, une interrogation. Est-ce que ces frappes de puissance occidentale de notre pays vont, oui ou non, nourrir la rhétorique souvent utilisée par les terroristes d'un Occident qui serait décidément et définitivement en guerre contre le monde arabo-musulman? Vous comprenez que ces inquiétudes que je tente de formuler en respectant les avis des uns et des autres, ce ne sont pas de petites choses. Elles méritent au moins d'être entendues, que vous puissiez d'ailleurs
y répondre aussi. Et puis, il y a une troisième inquiétude qui est peut-être la plus fondamentale, qui concerne le rôle de la France. Il y a ce risque de voir le rôle de la France s'effacer, la voix de la France diluée dans le fracas des tweets déconcertants de M. Trump. Là non plus, ça n'est pas une petite chose. La voix de la France n'est forte que lorsqu'elle est singulière. Mes chers collègues, la voix de la France n'est utile que lorsque la France est dans son rôle traditionnel, historique, de médiation pour porter un message de paix. C'est cette vision, c'est cette singularité qu'avait exprimée Dominique de Villepin en 2003. Mais qui, demain, si cette voix ne porte pas, qui la portera? Qui fera entendre la voix de la prudence, de l'indépendance, de la paix? Qui dans l'Occident, mes chers collègues, qui dans l'Occident sera capable de parler au monde arabe? Bien sûr, le Royaume-Uni est dans une tradition tellement différente. La marque de l'Angleterre, c'est ce pont constant avec les États-Unis. La nôtre est profondément singulière, profondément différente. Pour conclure, Monsieur le ministre, je voudrais reciter la phrase d'un grand poète polonais. Terribles sont les points faibles de la force. Et dans votre intervention, vous avez reconnu que la force n'est pas tout. Jusqu'à présent, et heureusement, ces points de fragilité ne nous ont pas amené à un point de non-retour, et c'est heureux. Je crois désormais, puisque vous êtes le ministre des Affaires étrangères de la France, que vous avez un chantier immense. Immense pour construire la paix, immense pour prévoir et bâtir une transition inclusive, bien sûr, une transition pacifique. Mais vous ne pourrez pas le faire si nous ne sommes pas capables de parler avec les grandes puissances régionales. Et je pense notamment, vous le savez bien, à la Russie. Alors, mes chers collègues, Monsieur le ministre, pour la Syrie, pour l'Orient en général, que nous aimons autant que parfois il nous inquiète, faisons à nouveau, désormais, entendre la voix singulière de la France. Cette voix que tant de générations de diplomates a su construire avec le général de Gaulle. Parce que la France n'est pas trop petite, mes chers collègues, pour porter ce message original. Précisément parce que la marque de la France, elle est née de cette disproportion entre ce que nous sommes et de ce message universel, historique, que nous portons partout dans le monde, pour peu que nous y croyions, pour peu que ce soit une voix libre, une voix indépendante. Je vous fais confiance, Monsieur le ministre, pour la porter, vous, bien sûr, et pour le gouvernement, parce qu'il en va non pas de la Russie, de notre pays, il en va de la paix dans ces pays. Je me souviens lorsque, en août 2014, je me suis rendu en Irak, et que j'ai rencontré ces réfugiés, des yézidis, des chabaks, des nabatéens, des chrétiens. Quand mon traducteur leur disait que j'étais français, je voyais dans leur regard s'allumer une petite lumière. Ils n'auraient jamais été capables de situer, mes chers collègues, la France sur une map monde. Et pourtant, cette lumière s'éclairait dans leur regard. Preuve que la France, pour eux, signifiait quelque chose. Preuve que, pour eux, la France était encore un pays sur lequel elle pouvait compter. Merci de votre attention. Merci. Merci, Monsieur le Président. La parole est maintenant au Président François Patriat pour 10 minutes pour le groupe de la République En Marche. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues. L'ordre international reste imparfait. Et quand le désordre devient insupportable, la légitimité fondée sur les droits élémentaires et universels doivent l'emporter. J'ai écouté avec attention les propos qui viennent d'être tenus à l'instant, et nous mesurons, nous aussi, l'extrême complexité et enchevêtrement du dossier syrien. Cette décision du chef de l'État et de nos alliés nous apparaît justifiée et témoigne d'une constance de notre position dans la région. Dans la nuit du 6 au 7 avril, dans le but de reconquérir le dernier bastion rebelle dans la Ghouta orientale, l'armée syrienne
a lancé une terrible offensive sur la ville de Douma, provoquant la mort d'une centaine de civils, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Comme l'horreur n'était pas à son comble, les secouristes comprirent à leur arrivée que de nouvelles attaques chimiques venaient d'avoir lieu. Les premiers signes apparents sur les victimes, des images insoutenables, étaient symptomatiques d'une telle attaque. Et avec les premières analyses, le doute n'était effectivement plus permis. C'est ainsi qu'à nouveau, le samedi 7 avril à Douma, des dizaines d'enfants, de femmes, d'hommes ont été tués à l'arme chimique, tandis que des centaines d'autres étaient grièvement blessés. De même que la survenance d'une attaque chimique est avérée, la responsabilité du régime syrien ne fait également pas de doute, eu égard aux faits et à l'évaluation internationale publiée le 14 avril par la France. Au cours des 7 dernières années, en utilisant du gaz sarin contre son peuple, le régime de Bachar el-Assad a transgressé un interdit du XXIe siècle. Il a enfreint des normes internationales. Il n'a surtout eu de cesse de mépriser l'humanité. L'emploi des armes chimiques à Damas constituait pourtant une ligne rouge maintes fois bafouée, que nous avons réaffirmée en mai dernier et qui avait été posée dès 2012 par l'ancien président Barack Obama avant d'être repris par la France et par le Royaume-Uni. La fabrication et l'utilisation d'armes chimiques constituent un danger réel pour le peuple syrien, pour notre sécurité collective, mais aussi une menace pour la paix et pour la sécurité internationale. La fabrication et l'utilisation d'armes chimiques s'inscrit en totale violation du droit international, que ce soit la non-prolifération ou le droit international humanitaire, mais aussi en totale violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Dès 1925, un premier protocole a prohibé l'usage des armes chimiques lors des guerres. Une convention internationale d'interdiction des armes chimiques suivra en 1993, signée à Paris et à laquelle Damas et l'État est pour partie depuis 2013. Cette année-là, Damas avait même pris l'engagement devant la communauté internationale de démanteler intégralement son arsenal. Le Conseil de sécurité, vous l'avez rappelé, Monsieur le ministre, en avait dès lors pris acte en septembre 2013 dans sa résolution 2118. Dans cette résolution, il est ainsi clairement établi que si la Syrie violait cet engagement, alors elle encourait l'application de mesures découlant du chapitre 7 de la Charte des Nations unies qui porte sur l'emploi par la force armée en cas de mesures contre la paix. Damas savait donc à quoi elle s'exposait, ce qui ne l'a pas empêché de prendre ses choix délibérés. L'emploi d'armes chimiques, barbares et répétés, du régime de Damas contre son peuple ne pouvait plus perdurer. Par notre silence, par notre inaction, nous n'étions pas certes complices de ces atrocités, mais nous en faisions des acteurs passifs. Que fallait-il faire d'autre? Au nom de la défense de l'humanité, ces dernières attaques imposaient donc une réaction urgente, proportionnée, ciblée et ponctuelle de notre part. C'est la raison pour laquelle, dans la nuit de vendredi à samedi, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni ont tenté de détruire, je ne sais pas s'ils l'ont détruit, l'arsenal chimique clandestin syrien se trouvant dans la banlieue de Damas et sur 2 autres sites. Nous tenons, nous aussi, à rendre hommage à nos soldats et à nos armées, dont le professionnalisme est un exemple pour tous. Les opérations menées par la France ont été parfaitement conduites avec une efficacité dont peu de pays sont aujourd'hui capables. Au dire des autorités syriennes et russes, aucune victime civile et militaire n'est à déplorer. Monsieur le ministre, nous entendons vos propos quant aux objectifs concis de cette opération. Nous les soutenons et nous estimons que cette réaction était légitime. Il en allait de notre responsabilité, mais aussi de notre devoir moral, compte tenu du dernier blocage de la Russie, empêchant toute réaction possible du Conseil de sécurité. À ceux qui ont pu reprocher un alignement français sur la politique américaine, nous leur répondons qu'ils ont tort. La France est une puissance mondiale qui fait preuve d'une constance extrême sur le sujet et qui dispose d'une autonomie stratégique qu'elle tente par ailleurs d'ancrer dans un cadre européen. Enfin, la France fait surtout de la défense de la paix et de la sécurité internationale un impératif permanent. À ceux qui ont pu dénoncer l'absence de mandat onusien, nous leur posons cette question. Qui viole aujourd'hui le droit international en massacrant en toute impunité sa population sous les yeux de la communauté internationale? À ceux qui nous accusent d'entraîner la France dans une guerre aux objectifs flous, nous leur répondons qu'en aucun cas nous déclarons la guerre au régime de Damas, vous l'avez répété, nous le rappelons simplement à ses engagements concernant la destruction de son arsenal chimique. Monsieur le ministre, la légitimité de cette frappe ne nous exonère pas d'un autre devoir. Je vise par là celui de consacrer tous nos efforts politiques et diplomatiques à l'aboutissement d'une issue le plus rapide possible à ce conflit qui ne fait que trop envenimer. Nous devons le faire avec tous nos partenaires. Nous devons surtout le faire dans le cadre des Nations Unies, car c'est cela et restera l'enceinte garante
de la paix et de la sécurité internationale. C'est là dans laquelle l'humanisme doit primer. Nous savons que vous avez pleinement conscience, puisque notre pays n'a évidemment pas attendu ces derniers rebondissements pour s'atteler ardemment à cette rude tâche. En 7 ans de guerre civile, nous comptons aujourd'hui 350 000 morts, dont plus de 100 000 civils. Parmi eux, 20 000 enfants et 12 millions de déplacés, soit les 2 tiers de la population. Ces chiffres nous ôtent parfois tout pouvoir de réflexion et nous n'agissons pas. De son côté, l'UNICEF a déploré cette violence aveugle et extrême qui a entraîné une augmentation de 50% du nombre d'enfants tués en 2017 par rapport à l'année précédente. Et comme l'a justement rappelé son directeur au Moyen-Orient, M. Kappeler, chacune de ces morts constitue un rappel criant que la guerre de Syrie doit s'arrêter dès maintenant. Ce carnage n'a que trop perduré. Donc nous demandons au gouvernement, Monsieur le ministre, de poursuivre ses efforts afin de permettre sur le terrain l'application d'un cessez-le-feu et l'action humanitaire aux populations civiles, comme l'exigent les résolutions du Conseil de sécurité restées lettres mortes, mais aussi de soutenir l'action des ONG, dont le courage et l'engagement est remarquable. Terminer la lutte contre les terroristes de Daesh, les mêmes qui ont organisé une série d'attentats sanglants sur notre territoire. Rétablir la paix et la stabilité en Syrie et dans la région, en enclenchant une dynamique collective pour parvenir à une situation politique inclusive. Et enfin, faire en sorte que la Syrie respecte ses engagements et se débarrasse de ses stocks d'armes chimiques. Nous saluons donc le fait que la France et ses 2 partenaires aient aussitôt, ces frappes ponctuelles terminées, présenté un projet de résolution sur la Syrie dans le cadre du Conseil de sécurité et devant relancer ces négociations. Ce texte se décline en un volet chimique avec un mécanisme international d'enquête et d'établissement des responsabilités, un volet humanitaire avec un cessez-le-feu durable, un volet politique qui exige des autorités syriennes qu'elles s'engagent dans des négociations intersyriennes de bonne foi, de manière constructive et sans préconditions. On peut rêver, mais essayons-le quand même. Nous espérons donc que chaque membre du Conseil de sécurité et surtout la Russie saura prendre ses responsabilités. Nous saluons les déclarations de la haute représentante de l'Union européenne, Mme Federica Mogherini, au nom des États membres, ce samedi, rappelant que l'utilisation des armes chimiques et des substances chimiques en tant qu'armes est un crime et un crime contre l'humanité. De même, nous saluons les conclusions du Conseil des affaires étrangères ce matin. Voilà, Monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe La République se félicite de la tenue de ce débat parlementaire conforme à l'article 35 de la Constitution. Et le groupe En République En Marche soutient le gouvernement dans son action, car quand la barbarie gifle l'humanité, l'humanité doit gifler la barbarie. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La parole est maintenant à Madame la Présidente Éliane Assassi pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Vous avez la parole, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre. Messieurs les... Ah non, il est parti, Madame la Ministre. Donc Emmanuel Macron a pris dans la nuit de vendredi à samedi une décision seule, d'une grande gravité, engager nos forces armées dans une action de guerre en dehors de toute légalité internationale. Alors je le dis d'emblée, je n'accepterai pas l'argument d'autorité suivant: si vous n'approuvez pas cette intervention, vous soutenez ipso facto le dictateur Assad et ses principaux soutiens, la Russie et l'Iran. L'utilisation d'armes chimiques est intolérable et tous les efforts de la communauté internationale doivent converger pour que de tels actes soient rendus impossibles par la destruction systématique, organisée, menée par des experts et non par des tirs de missiles. Et si cette utilisation de l'arme chimique est avérée, elle doit être sanctionnée par la même communauté internationale. Monsieur le ministre, il est inadmissible que vous esquiviez le rappel à l'ordre démocratique auquel vous êtes soumis, en érigeant quasiment en complices ceux, et ils sont nombreux, ici comme dans le monde entier, qui souhaitent faire le pari de la paix plutôt que celui de la guerre, ceux qui refusent les aventures militaires mises au service d'intérêts géopolitiques de tel ou tel pays, en l'occurrence celui des États-Unis qui se voit depuis la chute de l'Union soviétique comme le gendarme du monde. Nous avons pu constater le résultat du conflit mené en Afghanistan après les attentats du 11 septembre et surtout la guerre menée en Irak en 2003 sur la base non seulement d'absence de preuves, mais surtout de preuves truquées présentées par M. Colin Powell, alors secrétaire d'État américain à la Défense. Nous avons pu constater encore les conséquences désastreuses de l'opération libyenne, tant sur le plan humanitaire que militaire. La France,
C'est refuser durant des années à suivre les faucons américains à l'image de Dominique de Villepin devant le Conseil de sécurité il y a 15 ans. La construction de cette voie de la France, forte, indépendante, facteur de paix, abîmée gravement en particulier par l'intervention aventureuse en Libye, s'effondre aujourd'hui avec l'alignement sur la politique américaine. Le bombardement de la Syrie par 103 missiles, dont 12 Français, est un acte de guerre, n'en déplaise au président, qui hier soir encore, lors de sa longue intervention, le qualifiait d'acte de représailles. Quelle est, Monsieur le Ministre, la différence entre un acte de guerre et une déclaration de guerre? Comment considérerions-nous une telle frappe sur notre territoire? Vous le savez bien, ce débat sémantique est de première importance, car c'est en fonction de la détermination de l'action menée que le Parlement est amené à se prononcer au préalable ou non sur une intervention militaire à l'extérieur de nos frontières. Le président de la République n'a pas dit la vérité aux téléspectateurs. Il a affirmé que l'article 35 de la Constitution, qui organise la consultation du Parlement, avait été approuvé par référendum comme l'ensemble de la Constitution en 1958. C'est faux. L'article 35 a été fortement modifié en 2008 lors de la révision constitutionnelle proposée par Nicolas Sarkozy. Il faut le rappeler, cette révision constitutionnelle a été adoptée par une voix de différence. À l'époque, nombreux sont ceux qui protestaient contre l'abaissement du Parlement, privé par cette réforme du droit de vote pour autoriser ou non une intervention. Je ne peux résister d'ailleurs au plaisir de citer M. François de Rugy, président de l'Assemblée nationale, pilier du dispositif macronien, défendant un amendement dans lequel il déclarait, je le cite, « Nous souhaitons revenir sur cette conception française du domaine réservé du président de la République en matière de politique étrangère et de défense. Mieux vaudrait dire clairement, et c'est le sens de mon amendement, que toute intervention des forces armées à l'extérieur du territoire de la République est autorisée par le Parlement. » Fin de citation. Il ne s'agit pas d'une question secondaire, mais d'une question démocratique de première importance. Bombarder un État qui, même si nous condamnons son dirigeant, est un État souverain, est un acte potentiellement lourd de conséquences qui peut embraser la région, voire le monde. Même dans le respect de la légalité, les représentants du peuple doivent être co-décideurs. C'est d'autant plus vrai si la légalité internationale n'est pas respectée. Sur ce point, ce n'est pas la démonstration quelque peu hasardeuse d'un mandat conféré de fait par une résolution de 2013 non respectée qui nous convaincra. La Charte des Nations Unies est claire. Une intervention peut être décidée dans 3 cas. Vote du Conseil de sécurité, demande de l'État concerné ou légitime défense. Nous n'étions dans aucun de ces 3 cas. Nous sommes sortis de la légalité internationale. La non-consultation du préalable du Parlement, l'absence du vote de ce dernier, ni a priori, ni a posteriori, ne sont acceptables face à la responsabilité engagée. Comment ne pas constater que cette mise à l'écart de nos assemblées, de la représentation du peuple, intervient alors qu'un projet de révision constitutionnelle entre les mains du Conseil d'État aujourd'hui porte de nombreuses atteintes aux prérogatives du Parlement. Monsieur Macron doit prendre garde à la tentation autoritaire qui s'affirme de jour en jour. Si la situation évolue, qu'en sera-t-il en effet de la réalité des preuves que vous peinez tant à nous présenter, et pour cause, car les enquêteurs de l'OIAC diligentés par l'ONU sont arrivés en Syrie samedi, le jour même des frappes. Cette évolution pourra justifier que l'Assemblée nationale et le Sénat se prononcent par un vote dans de brefs délais sur l'action décidée ce week-end et sur la politique de la France en Syrie. Un moyen existe, l'article 50-1 de la Constitution qui permet au gouvernement d'organiser un débat sur un thème donné qui peut être soumis à un vote. Ce débat peut être demandé par un groupe parlementaire, ce que nous ne manquons pas de faire si des circonstances l'exigent. Cette procédure aurait pu et dû être utilisée aujourd'hui pour restaurer quelque peu les droits du Parlement dans cette affaire. C'est d'ailleurs ce que j'ai proposé hier matin à Matignon. Cette question des preuves, de la responsabilité du régime syrien est donc centrale. Le document que vous avez présenté samedi, élaboré par vos services de renseignement, n'est pas un fondement suffisant. De plus, pouvez-vous nous garantir que la source n'émane pas d'autres services de renseignement? Si cela était le cas, la prudence
vu le passif de 2003 que je rappelais, est de mise. Cette intervention est-elle un succès du point de vue de ses propres objectifs? Nul ne le sait, et les preuves, là encore, seront difficiles à fournir. Ce qui est certain, c'est que suite aux attaques de samedi, les défis et les craintes qui sont devant nous sont nombreux. Bachar el-Assad sort indéniablement renforcé. Il a quasiment gagné cette terrible guerre civile aux 350 000 morts. Et Daesh est toujours là. Recep Tayyip Erdogan profite de l'agitation alentour pour mener dans l'indifférence générale sa guerre contre les Kurdes et sa politique d'occupation d'une partie du territoire syrien. Hassan Rouhani, renforcé par ailleurs par les déclarations irresponsables de Donald Trump, apparaît constructif dans le dossier nucléaire face aux dirigeants américains, ce qui pourrait paraître un comble. Qui peut croire, mis à part le président de la République, que les attaques de samedi remettront tous les acteurs autour de la table? Cette intervention s'inscrit dans la course à l'échalote des grandes puissances mondiales et régionales pour servir au mieux les intérêts dans la région pétrole et gaz oblige. Sortir du droit international, comme Emmanuel Macron l'a fait, c'est conforter la tentation hégémoniste d'Erdogan dans la région. Sortir du droit international, c'est conforter la droite et l'extrême droite israélienne dans l'oppression et la répression du peuple palestinien, malgré de multiples résolutions onusiennes et laisser faire des tueries comme celle de ce vendredi. Sortir du droit international, c'est libre cours au conflit entre l'Iran et l'Arabie saoudite pour obtenir le leadership régional. Sortir du droit international, c'est laisser l'Arabie saoudite mener cette sale guerre au Yémen sans réaction ou presque de la communauté internationale et surtout pas de notre pays. Pourquoi donc? Parce que l'Arabie saoudite est le deuxième client de la France marchande d'armes, avec des contrats qui se chiffrent depuis 2013 en milliards d'euros. Nous n'avons pas accepté la visite d'affaires du sulfureux prince héritier à Paris. Rien ne justifie, et surtout pas, le commerce d'accueillir ainsi l'héritier d'un pouvoir féodal violent et antidémocratique. Allez-vous agir pour que la livraison d'armes, nos armes parfois, aux groupes terroristes cesse? De toute évidence, l'émotion n'est pas la même à Paris en fonction du lieu où les victimes tombent. L'utilisation de l'arme chimique est inacceptable et tombe sous le coup des lois internationales spécifiques. Elle mérite un combat international, collectif, implacable. Mais des civils qui meurent au Yémen comme à Gaza méritent aussi l'intervention de notre pays, et cette intervention, elle ne vient pas. Le temps politique est venu, nous avancez-vous. Croyez-vous que lancer des missiles comme vous l'avez fait favorisera la paix? Nous ne le croyons guère. Pourtant, il faut coûte que coûte avancer vers un règlement pacifique. Notre pays doit soutenir tous les efforts pour repousser la guerre et faire converger les conférences d'Atlanta et de Genève. La participation des différents acteurs de ces conflits est un préalable incontournable qui ne préjuge pas de la nécessaire évolution politique en Syrie. J'espère que l'action de samedi dernier sera à répertorier comme un faux pas risqué, mais qui peut être réparé si vous décidez de sortir de l'influence américaine marquée par notre pleine intégration à l'OTAN et à replacer la France au centre des discussions. Cette action a enfin montré que l'Europe de la paix, permettant de rétablir le dialogue vigilant, mais un dialogue avec la Russie, et d'agir avec force pour redresser le Proche et le Moyen-Orient, reste à construire. Quelle cohérence à débattre sans prise de décision sur un sujet aussi sérieux que la guerre. Clémenceau disait que la guerre était chose trop sérieuse pour la laisser aux militaires. Je dirais aujourd'hui qu'elle est par ailleurs trop sérieuse pour en éloigner les citoyennes, les citoyens et leurs représentantes et leurs représentants. Désaccord sur l'opportunité, désaccord sur le fond, désaccord sur la forme de l'opération. Notre opposition aux attaques de samedi est donc totale et nous veillerons à stopper l'engrenage dangereux qui s'est ainsi enclenché. Merci Madame la Présidente. La parole est pour le groupe de l'Union centriste à notre collègue Jean-Marie Bockel. Vous avez la parole et pour 10 minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, cher Président Cambon, mes chers collègues, après 7 ans d'une guerre qui a déjà fait plus de 500 000 morts, plus d'1 million de blessés, provoqué le départ hors de Syrie de plus de 5 millions de réfugiés et le déplacement intérieur de 6 millions de personnes, il ne semble faire aucun doute que le régime de Bachar al-Assad s'est livré le 7 avril dernier à plusieurs attaques chimiques létales sur le quartier de Douma,
faisant plusieurs dizaines de victimes après des centaines d'autres par le passé, dans d'atroces et insoutenables conditions. La ligne rouge fixée par la France en mai 2017 a ainsi été franchie. Le droit international, comme les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, ont été bafoués. Monsieur le ministre, disons-le d'emblée, le groupe de l'Union centriste, pour lequel je m'exprime à la demande de notre président Hervé Marseille, soutient l'initiative et l'action mesurée et proportionnée que furent celles dans la nuit de vendredi à samedi du chef de l'État et de nos armées, même si un certain nombre d'interrogations sont exprimées par certains de nos collègues. Nous voulons à cette occasion rendre hommage à nos militaires, bien sûr, qui combattent sur tous les fronts pour défendre notre liberté et notre sécurité. Leur professionnalisme, leur courage et leur excellence font notre fierté et notre admiration. Ils font également notre réputation internationale et nous avons d'ailleurs également à l'esprit et nous saluons les soldats français attaqués à Tombouctou par des djihadistes, l'ennemi commun là aussi. Ne nous y trompons pas. L'attaque chimique de Douma n'était que la dernière d'une bien longue série de crimes de guerre attribués au régime syrien, le plus souvent par des enquêtes internationales. Dans un monde qui n'a jamais été aussi instable et imprévisible, l'usage de ces armes prohibées par le droit international représente un véritable défi adressé à l'humanité et réveille en particulier chez nous, Français, le traumatisme de l'utilisation des armes chimiques pour la première fois durant la Grande Guerre. Un siècle après, ce fléau n'a pas été annihilé. Les frappes de la nuit de vendredi à samedi nous obligent à établir un parallèle avec août 2013. Beaucoup d'entre nous étions à l'époque partagés sur l'opportunité d'une intervention. Rappelez-vous, il y avait d'un côté l'abomination et l'horreur de l'utilisation de l'arme chimique. Je me souviens d'avoir été à l'époque comme rapporteur pour l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe dans un camp de réfugiés syriens près de Gaziantep en Turquie et j'ai vu dans le regard de nos interlocuteurs qui m'ont d'ailleurs appris cette action terrible aussi ce qu'ils pouvaient attendre de la France. Et puis, il y avait évidemment de l'autre côté la crainte d'un renversement du régime d'Assad et conséquemment d'une victoire islamiste. C'était aussi présent dans les esprits. De même, les déboires en Afghanistan, en Irak et en Libye accentuaient les hésitations. Or, tout autre est la situation aujourd'hui. Le régime syrien est parvenu, avec le soutien de l'Iran et plus encore de la Russie, à reconquérir une grande partie du territoire et ne semble plus menacé à court terme. Nos frappes ne constituent donc pas la manifestation d'une entrée en guerre contre un pays ou un régime avec la volonté de le voir chuter, mais elles constituent une action punitive. Il est question ici de frappes ciblées et calibrées, fondées sur un faisceau concordant d'indices et de preuves, avec en toile de fond le légitime souci de ne pas ajouter une nouvelle crise à celle déjà existante qui se superpose dans cette région du monde sous l'effet d'acteurs et d'interactions multiples, ainsi de l'Arabie saoudite au Yémen, du conflit israélo-palestinien ou turco-kurde, de l'instabilité croissante au Liban, comme de la présence toujours effective de l'État islamique et d'Al-Qaïda. De l'intervention des forces armées françaises dépendait aussi la crédibilité de notre diplomatie. On peut dire notre crédibilité, c'est de ne pas être dans ce conflit. On peut l'entendre, c'est un débat, comme on l'a dit, digne et responsable. On peut dire aussi notre crédibilité, notre spécificité, notre parole particulière, c'est aussi d'être présent lorsqu'il faut l'être. En frappant un centre de recherche et des sites de production reliés au programme chimique clandestin syrien, la France a contribué avec ses alliés à faire respecter une ligne rouge plusieurs fois rappelée par elle-même et ses alliés. Encore une fois, l'enjeu n'est pas de bouleverser le rapport de force en Syrie, ni même de provoquer la Russie, contre qui ces frappes n'étaient certes pas destinées, mais qui devraient néanmoins l'inciter à modérer son allié syrien. L'enjeu, par ces frappes exclusivement punitives et dissuasives, c'était de faire respecter les règles de juste conduite, les unes juridiques, les autres morales et humanitaires. Pour autant, nous n'oublions pas les minorités, principalement chrétiennes, qui, en Syrie comme ailleurs, ont à juste titre peur d'un avenir incertain. Tout cela, nous l'avons évidemment à l'esprit. Mes chers collègues, défions-nous des réactions convenues dès qu'il s'agit de la Syrie et de la Russie. Le dialogue politique avec la Russie doit se poursuivre.
Nul n'en disconvient. L'avenir de la région dépendra maintenant des relations que nous réussirons à établir avec le principal allié du régime syrien. Parmi les Occidentaux, qui mieux que la France pourra mener à bien ce dialogue avec la Russie de Vladimir Poutine? Vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, notre ennemi commun, c'est Daesh. Le président de la République a appelé l'ONU à reprendre sans tarder l'initiative sur les plans politiques, sécuritaires, sur la question chimique et humanitaire, pour avancer dans la plus large unité possible vers un règlement de la crise syrienne. Nous l'approuvons. L'intervention en Syrie, pour légitime qu'elle apparaisse à nombre d'entre nous, doit en effet, oui, s'inscrire dans un cadre onusien. Certes, comme en atteste le Proche-Orient déchiré depuis plus d'un siècle, les Nations unies ne mettront pas un terme au conflit. Mais l'ONU n'en demeure pas moins le seul cadre international existant, le seul cadre institutionnel existant au niveau international. Alors, reste l'une ou l'autre question. Tout d'abord, comment, Monsieur le Ministre, sortir de l'impasse et surmonter le blocage persistant de la Russie à l'application de la résolution 2118 des Nations unies? Ça pose d'ailleurs la question, qui a été plusieurs fois évoquée par les présidents français et par d'autres, mais notamment français, du fonctionnement du Conseil de sécurité. C'est un Conseil de sécurité et des membres permanents du monde d'hier, d'une géopolitique qui a profondément évolué. Et cette question est quand même plus que jamais sur la table. On en parle de cette réforme du Conseil de sécurité. Un jour, il faudra parvenir à la faire. Et puis, d'autres questions sont sur la table. Alors qu'il est question de relancer l'Europe de la défense, que penser du fait qu'aucun autre État membre de l'Union européenne n'ait participé, même symboliquement, à la coalition? Même si, d'ailleurs, que mon propos ne soit pas mal compris, on doit saluer le partenariat avec la Grande-Bretagne, dans l'esprit d'ailleurs de Lancaster House. Ça compte, c'est important. C'est aussi nos voisins. Mais l'Europe de la défense, on ne peut pas dire qu'elle ait été présente. C'est regrettable. Aussi nécessaire fût-elle pour faire respecter le droit et la morale humanitaire la plus élémentaire, les frappes ne régleront pas le conflit, on l'a dit, les uns et les autres. Ne soyons pas naïfs, le sort de la Syrie n'est pas entre les mains des seuls Occidentaux, dépend d'abord de la Turquie, de l'Iran, de la Russie. Dans ces conditions, Monsieur le Ministre, quelle est, à moyen et plus long terme, la stratégie proche-orientale de la France? Pour notre part, et sans faire du départ de Bachar el-Assad le préalable, nous considérons que la France doit pouvoir parler avec l'ensemble des protagonistes, sans exclusive. Elle doit aussi pouvoir remettre au cœur des discussions la question d'une future constitution et l'organisation, le moment venu, quand les conditions seront réunies d'élections en Syrie. Ce que chacun peut apporter de meilleur au monde, c'est lui-même, écrivait Paul Claudel. Or, c'est bien, mes chers collègues, en étant fidèle à sa propre histoire et à son héritage, celui de la défense de la liberté des individus et des peuples à travers le monde, que la France peut apporter quelque chose. Sachez, Monsieur le Ministre, que le groupe de l'Union centriste n'esquivera pas ses responsabilités et adaptera à chaque fois une position responsable lorsque seront en jeu l'intérêt de la France et la dignité de la personne humaine. Merci, mon cher collègue. La parole est au président Patrick Kanner pour le groupe socialiste et républicain. Monsieur le Président, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en avril 2011, il y a 7 ans maintenant, commençait ce qu'on appelle le conflit syrien. Déjà, Bachar el-Assad employait la force contre son propre peuple en tuant des civils lors de manifestations. En 7 ans, au gré de la multiplication des fronts, notamment contre Daesh, au gré du secours des alliés russes et iraniens du dictateur syrien, la guerre syrienne a connu de nombreuses époques et évolutions, mais un élément n'a jamais changé dans ce conflit. Bachar el-Assad continue, mois après mois, massacre après massacre, d'user de la force contre son peuple, contre les civils. Les chiffres ont été rappelés, mais je les réévoque. En 7 ans de conflit, tous les observateurs dénombrent plus de 340 000 morts,
dont au moins 100 000 civils et 19 000 enfants. 19 000 enfants. Le nombre de déplacés est colossal. 12 millions de Syriens ont quitté leur lieu de vie habituel et près de 5 millions ont quitté leur pays. Et vous connaissez les conséquences en termes migratoires. Mais plus que les chiffres, c'est l'inhumanité de ce conflit qui nous interpelle. L'emploi d'armes chimiques qui n'ont pour but que de tuer des civils, des non-combattants, des innocents. Ces attaques ont retiré à tout jamais tout honneur à Bachar el-Assad. Comment pourrions-nous accepter de voir mourir au comble de la souffrance ces innocents? Comment ne pas réagir face à ces méthodes de terreur aux portes de l'Europe? La France a pris part très tôt, en 2012 et 2013, aux discussions diplomatiques pour régler ce conflit, mais aussi pour protéger les populations. Les frappes qui ont touché l'arsenal et les moyens de production chimique du régime syrien le 14 avril s'inscrivent pour nous dans la continuité de la position de la France depuis toutes ces années. La priorité de notre pays reste double: régler le conflit de manière diplomatique et tout mettre en œuvre pour protéger les populations. En 2013 déjà, en août, après le massacre et l'usage avéré d'armes chimiques par Bachar contre les civils de la Ghouta, le président François Hollande avait exhorté ses alliés à intervenir. À l'époque, malheureusement, le Parlement britannique d'abord, puis le président américain avaient reculé, nous empêchant de frapper, l'unilatéralisme n'ayant jamais été une voie défendue par notre pays. L'histoire, mes chers collègues, en aurait été certainement modifiée. La répétition des massacres, depuis, avec ou sans armes chimiques, notamment en 2017 et ces derniers mois, ont cette fois amené la coalition à intervenir, mettant fin à l'impunité meurtrière du dictateur syrien. Ces frappes étaient un devoir pour la coalition, un devoir humanitaire, un devoir eu égard au droit international contre l'utilisation d'armes chimiques, un devoir de notre pays, celui des droits de l'homme, d'arrêter un tyran qui extermine son peuple. En dépit de la protection indéfectible de la Russie et de ses 12 vétos qui ont été rappelés, les preuves de l'usage de ces armes existent et sont connues du monde entier. Par ces vétos répétés, la Russie a mis à bas la résolution 2118 du 27 septembre 2013 du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée à l'unanimité, et qui qualifiait déjà à l'époque l'arsenal chimique syrien, je cite, de menace contre la paix et la sécurité internationale. Le rejet, samedi, par le Conseil de sécurité de l'ONU, de la résolution russe visant à condamner les frappes est d'ailleurs significatif. Malgré le blocage russe à l'ONU, la communauté internationale soutient la coalition et son action. À ceux qui craignaient un isolement français, en tenant tête aux Russes ces dernières années, ou en frappant la Syrie dans la nuit de vendredi à samedi, le rejet de cette résolution est une réponse. Mes chers collègues, non, la France n'est pas isolée, elle dispose d'alliés et de soutien. C'est au contraire la Russie qui s'est peu à peu isolée. Oui, c'est elle qui s'est isolée, en soutenant coûte que coûte Bachar el-Assad. Notre pays devra donc continuer à tenir une position ferme face aux Russes ces prochains mois pour que le conflit syrien trouve un débouché avec les Russes. Nous soutiendrons votre gouvernement, Monsieur le ministre, sur cette ligne de fermeté face aux attaques chimiques. Mais nous considérons que ces frappes ne sont pas la solution définitive. Loin de là. Alors, Monsieur le ministre, quelles initiatives permettant le dialogue et la négociation politique allez-vous engager, notamment en coordination avec nos partenaires européens? Et force est de constater que ces frappes montrent une nouvelle fois la nécessité d'une coordination européenne au niveau diplomatique et militaire. Et en l'espèce, le compte n'y est toujours pas. Ces frappes sont aussi un message envoyé à ceux qui furent nos alliés dans la lutte contre Daesh. Bien sûr, le peuple syrien et certains rebelles syriens qui ont fait partie de ces alliés contre le terrorisme islamiste de ces dernières années. Il va donc de l'honneur de notre pays et de ses alliés de défendre un peuple qui a combattu Daesh. Abandonner, Monsieur le ministre, ces alliés ne saurait être une position de notre pays. Il en est ainsi du peuple syrien, mais je voudrais ici solennellement vous évoquer à ce sujet une autre situation. Notre soutien aux peuples alliés doit s'appliquer également aux Kurdes syriens du Rojava attaqués par la Turquie. La prise d'Afrine a déjà particulièrement abîmé l'image de notre pays qui n'a rien fait pour protéger les Kurdes, notamment des attaques aériennes turques. Ce silence a des conséquences.
Ce silence a des conséquences puisque les Kurdes disent maintenant vouloir libérer unilatéralement les djihadistes français. Je vous enjoins, Monsieur le ministre, à ce que notre pays réoriente sa position sur le dossier kurde avant que nous ne perdions totalement la confiance et les liens avec ce peuple allié de la France. Mes chers collègues, les frappes en Syrie étaient donc légitimes, au nom des droits de l'homme, au nom du droit international et aussi du respect de nos alliances. Mais ces frappes ne peuvent être une fin. Doit débuter maintenant un processus diplomatique. Notre pays a écrit, avec ses alliés britanniques et américains, une proposition de résolution qui sera débattue prochainement à l'ONU. Il est en effet indispensable de reprendre la main dans le jeu diplomatique alors que les Russes ont montré leur isolement. Il faut aller au bout de ce processus diplomatique pour d'abord désarmer l'arsenal chimique syrien qui aurait résisté au bombardement. Il faudra aussi poursuivre ce processus pour trouver une issue pacifique au conflit syrien. Ce processus ne sera pas facile, compte tenu des positions ambiguës, disons-le, des États-Unis quant à l'avenir de leur présence dans les dossiers de cette région. Il est donc nécessaire d'investir pleinement le champ diplomatique. Notre groupe soutiendra donc également vos initiatives, Monsieur le ministre, en ce sens. Nous aurons cependant une question, et elle est majeure. Quelle sera la position de notre pays si la voie diplomatique continue à être bouchée dans les prochains mois du fait des vétos russes? Nous ne demandons pas aujourd'hui de réponse à cette question compliquée, mais nous voulons dès maintenant la poser, car le risque d'escalade militaire existe dans cette région poudrière. En attendant qu'une solution diplomatique soit trouvée, je veux redire ici qu'il est tout à l'honneur de notre pays d'être intervenu contre l'usage répété des armes chimiques en Syrie. Je veux aussi saluer le soutien des différents partis et groupes politiques qui se sont exprimés ce week-end et encore aujourd'hui. La classe politique se grandit toujours à montrer son unité lorsque notre pays intervient sur la scène internationale, comme lorsqu'il est attaqué. Nous avons aussi entendu les inquiétudes de certains et les critiques des autres. Je veux leur dire que soutenir l'intervention n'est pas synonyme de béatitude. Nous sommes aussi vigilants que les autres quant à la suite des événements. Nous sommes aussi soucieux qu'aucune surenchère naisse de la situation. Nous sommes aussi déterminés à ce qu'une solution diplomatique et globale soit trouvée. Mais cette vigilance n'empêche pas la responsabilité face aux événements et face à l'histoire dans laquelle cette guerre syrienne est rentrée. La recherche des voies politiques ne doit pas non plus empêcher l'urgence humanitaire de la protection des civils massacrés. Le souci du règlement pacifique ne doit pas pétrifier face aux atrocités inhumaines d'un dictateur. L'indignation ne peut pas se réduire à l'inaction. Chers collègues, un dernier mot pour saluer bien sûr nos forces armées qui ont encore une fois démontré, par la qualité de leur intervention, la place incontournable de la France dans le concert des nations. Que nos soldats, ceux de la République, soient salués pour leur engagement. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La parole est maintenant au Président Claude Malhuret pour le groupe des Indépendants, République et Territoires. Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, mes chers collègues, jeudi dernier, lors de la séance de questions au gouvernement, j'interrogeais le Premier ministre sur la réaction de la France au massacre de Douma. Depuis samedi, nous avons la réponse et en ce qui me concerne, je crois que c'est la bonne. Menée avec un grand professionnalisme et beaucoup de discernement, elle a démontré la capacité des armées françaises à frapper rapidement, précisément et avec efficacité à près de 4000 km de notre territoire. Rapidité, précision, efficacité, mais le mot le plus important est peut-être autonomie. Seuls 2 pays européens aujourd'hui, la France et le Royaume-Uni, sont capables d'une telle intervention et il est vital, même si nous savons que c'est coûteux, que ces capacités soient maintenues dans l'avenir. J'entends depuis samedi certaines critiques, en France même, sur l'opportunité de cette intervention. Nous étions habitués
à un consensus très général en matière de politique étrangère et de défense. Pas de la part, bien sûr, de l'extrême droite et de l'extrême gauche, unis depuis toujours dans leur amour des dictatures, mais de la part des démocrates. Ce n'est pas le cas tout à fait aujourd'hui et c'est un peu étonnant. C'est un peu étonnant parce que beaucoup de ceux qui critiquent cette intervention applaudissaient bruyamment en 2011 l'intervention en Libye. Et certains d'entre eux critiquaient en 2013 la non-intervention de Hollande et Obama en Syrie. Il faut souvent changer d'opinion pour être toujours de son parti, disait le cardinal de Retz. Je voudrais d'abord répondre aux critiques par une question. Quelle était l'alternative? Ne rien faire? Jouer les Ponce Pilate? Présenter une énième résolution de l'ONU qui se heurterait à un énième veto russe? J'ai écouté notre débat avec beaucoup d'attention puisque j'interviens à la fin. J'aurais aimé que ceux qui critiquent ne se bornent pas à condamner, mais nous disent ce qu'il aurait fallu faire, ce qu'ils auraient fait. Je ne l'ai pas entendu, non. On nous dit que nous sommes intervenus sans mandat de l'ONU, mais les Russes interviennent massivement en Syrie depuis 2015, les Iraniens depuis 2011, les Turcs depuis quelques mois, tous sans aucun mandat. Où était alors la voix de ceux qui nous rappellent aujourd'hui au respect du droit international? Et d'abord, qui viole le droit international? La France et ses alliés qui se réclament de la résolution 2118 des Nations Unies interdisant l'usage des armes chimiques en Syrie, rappelée tout à l'heure par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, ou ceux qui mettent veto sur veto à leur application, à son application, piétinant le papier qu'ils ont signé voici 5 ans et ne trouvant pour le faire que le piètre mensonge selon lequel l'usage d'armes chimiques n'est pas prouvé. Les mêmes mensonges qui niaient l'attentat de Londres il y a un mois. On nous dit aussi que ces frappes vont affaiblir notre diplomatie et le respect qu'on accorde à la France dans le monde. La meilleure réponse à cet argument est la réunion en urgence samedi du Conseil de sécurité de l'ONU, où la résolution russe condamnant ces frappes n'a trouvé le soutien que de 2 pays. 2 pays dont chacun connaît le degré de démocratie, la Chine et la Bolivie. Nous soutenons donc la décision du gouvernement français et de ses alliés. On me dira que ces frappes ne règlent pas la question de fond de la guerre civile syrienne. C'est une évidence, et ce n'était pas leur but. Mais à défaut de solution, elles délivrent pour la première fois depuis longtemps un message. Et ce message est clair. Nous défendrons en Syrie nos principes, nos objectifs et nos intérêts. Nous défendrons d'abord nos principes. L'impunité pour les utilisateurs d'armes chimiques est terminée. Pour les criminels contre l'humanité, le prix à payer va s'élever. Et il pourrait bien devenir un jour un risque personnel, comme pour Ali le chimique en Irak, célèbre pour le gazage des Kurdes en 1988, condamné et exécuté en 2010, ou pour tous les criminels traduits devant la Cour pénale internationale. Nous défendrons ensuite nos objectifs. Et notre premier objectif, c'est la disparition sans retour du califat en voie d'extinction en Irak et en Syrie. Je suis étonné d'entendre certains dire que ces frappes sont une gesticulation sans lendemain. Ils oublient que non seulement il y aura un lendemain, mais qu'il y a un hier. Ils oublient que nous ne sommes pas présents sur ce terrain depuis samedi, mais que nous y sommes depuis plusieurs années au sein d'une coalition, que le premier objectif de cette coalition est de vaincre Daesh dans ses bases historiques et que cet objectif est en passe d'être atteint. Les frappes de ce week-end ne peuvent que renforcer le sentiment que nous irons jusqu'au bout dans ce combat. Nous défendrons enfin nos intérêts, et ce n'est pas un gros mot. C'est en ne les défendant pas que nous serions critiquables. Quels sont ces intérêts? Il consiste à faire comprendre aux alliés d'Al-Assad que désormais les lignes rouges ne sont plus virtuelles, qu'une menace iranienne ou du Hezbollah sur Israël ou un autre de nos alliés dans la région ne sera pas acceptée, qu'une déstabilisation des voisins de la Syrie, Irak ou Jordanie par exemple, ne sera pas tolérée, qu'enfin nous ne voulons plus de massacres des populations civiles qui jettent chaque fois des milliers de nouveaux réfugiés sur les routes au Liban, en Turquie, en Jordanie et jusqu'en Europe. Voilà les 3 messages qui ont été envoyés samedi à Bachar el-Assad et ses alliés. Il y en a un dernier plus spécifique à l'égard de Vladimir Poutine. C'est que malgré tous ces efforts pour les diviser, et peut-être même du fait de ces efforts,
les Alliés sont restés unis. Ils sont restés unis devant ce crime, comme après le scandale du Novichok à Londres. Et le prix à payer pour la Russie est désormais très lourd, avec pour la première fois depuis longtemps la chute du rouble et de la bourse de Moscou. Enfin, il y a l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce sur quoi, jusqu'à ce jour, nous avons tous échoué. Tous, nos alliés comme nos adversaires. C'est bien sûr du règlement politique de la guerre civile en Syrie que je veux parler. Je ne parlerai pas des échecs des Syriens eux-mêmes, ni de ceux de nos adversaires. Nous avons bien assez des nôtres. Les échecs des démocraties dans cette guerre proviennent notamment de leurs erreurs d'analyse. Ballottés par le flot des images télévisées, noyés sous la tempête permanente des réseaux sociaux, naviguant au gré des émotions de l'opinion, les démocraties ne décident plus sous l'angle de la raison, mais sous la passion des sentiments. Une vidéo peut aujourd'hui déclencher une guerre. Il est normal, consubstantiel même aux démocraties, que le sentiment humanitaire soit une part importante de leurs décisions. Et ce fut le cas dans les frappes récentes. Mais il est anormal que dans tant d'autres occasions, il soit devenu la seule. Ces paroles peuvent vous paraître étonnantes de la part d'un ancien président de Médecins sans frontières, mais elles sont au contraire logiques. Après avoir passé des années sur les terrains de conflit, les humanitaires ont compris que la confusion des genres entre humanitaire et politique est néfaste pour les deux. Le politique prend des risques lorsqu'il fait ce que lui enjoint l'humanitaire ou le philosophe, comme en Libye. Le politique se trompe à l'inverse lorsqu'il ne prend pas ses responsabilités et s'en décharge sur les humanitaires. C'est ce qu'on a vu pendant plusieurs années dans les Balkans, avant que Clinton n'envoie ses avions et ne convoque à Dayton les protagonistes pour siffler la fin de ce que je n'oserais pas appeler une récréation. Le politique des pays démocratiques se trompe encore, et ce fut le cas en Syrie lorsqu'il raisonne en moraliste. Le bien d'un côté, le mal de l'autre. Qui peut nous dire aujourd'hui avec le recul que le mal en Syrie n'était que du côté de l'État et le bien du côté de ses adversaires, hélas majoritairement djihadistes? Enfin, le politique des pays démocratiques se trompe lorsqu'il pense que sa propre histoire est la matrice de l'histoire des autres peuples. Le roi tout-puissant ou le dictateur d'un côté, le peuple de l'autre, et que la chute du monarque ou du dictateur va ouvrir l'ère du progrès et de la liberté. Cette erreur explique les espoirs insensés mis dans les printemps arabes et les déceptions tragiques qui en ont résulté. L'histoire de la Syrie, de la Libye, de l'Irak, de l'Égypte et de bien d'autres n'est pas l'histoire de la France de 1789, des États-Unis de 1778 ou de l'Angleterre de la Grande Charte. Ceux qui l'ont cru ont fait payer au peuple de ces pays un prix très lourd, et eux-mêmes l'ont payé de lourds revers diplomatiques. C'est dans ce contexte qu'il va falloir tenter de régler la question essentielle, celle de la transition en Syrie, conformément aux résolutions unanimes de l'ONU. Et je salue la déclaration du président de la République annonçant dès le lendemain des frappes que l'urgence est là et que la France en fera une priorité. Je salue aussi sa compréhension exprimée du fait qu'il n'y a pas en Syrie, comme dans tout le Moyen-Orient et comme je le disais, le mal d'un côté et le bien de l'autre, et qu'il va falloir discuter et négocier en oubliant les préalables et les préconditions. Il est grand temps. Ce règlement, s'il peut avoir lieu, cette discussion, cette négociation, nous les abordons d'un côté en situation de faiblesse par les successions d'erreurs diplomatiques commises en Syrie depuis des années. Mais nous pouvons avoir aussi l'espoir que nos interlocuteurs, à la suite de la démonstration des capacités militaires de la coalition, et à condition que cette détermination perdure, comprennent qu'aucune solution n'existera sans un accord général auquel la France et ses alliés doivent être partie prenante. Merci, Monsieur le Président. Pour les sénateurs n'appartenant à aucun groupe, la parole est pour 3 minutes à notre collègue Stéphane Ravier. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nos frappes contre le régime syrien constituent une faute majeure. Comme si nous ne tenions en aucune façon compte des enseignements de l'histoire pourtant récente, que nous dit-elle? Que les interventions en Irak et en Libye ont été de véritables catastrophes, plongeant ces pays dans le chaos le plus complet, favorisant ainsi le développement et l'armement de l'hydre islamiste et provoquant des vagues de submersion migratoire sans précédent par lesquelles nombre de terroristes ont pu pénétrer en Europe et frapper la France.
En matière de politique étrangère, le pragmatisme doit guider notre action, avec pour objectif unique l'intérêt de la France. Force est de constater que si le régime autoritaire de Bachar al-Assad peut avoir des politiques contestables, voire critiquables, il est en Syrie et au Moyen-Orient la seule force capable de s'opposer aux groupes islamistes qui pullulent dans la région. Il est curieux que le régime de Bachar al-Assad soit le seul à être sévèrement critiqué et puni pour son autoritarisme, l'Élysée, est moins regardant du côté des régimes du Qatar, du Koweït, des régimes égyptiens, saoudiens ou encore du Soudan. Que dire aussi de l'invraisemblable mépris du droit international exprimé par Emmanuel Macron? Le président de la République invoque une certaine légitimité internationale, alors même que Paris, Washington et Londres ont agi en dehors du cadre de l'ONU. Si l'exigence morale est désormais brandie au-dessus du droit international, ce précédent pourra servir de modèle, de légitimité à d'autres pays qui n'hésiteront pas à transformer le Moyen-Orient d'abord, le monde ensuite en un vaste cimetière. La France doit avoir une voix indépendante. Elle a un autre rôle à jouer, loin de celui de valet des États-Unis, le rôle de protecteur des chrétiens d'Orient auquel Damas contribue. En l'état, nous n'avons aucune preuve irréfutable sur cette attaque, ni même que ce serait le régime syrien qui en serait l'auteur. J'appelle votre attention, mes chers collègues, sur le fait qu'au début de la guerre, 95% des stocks d'armes chimiques ont été pris par les groupes rebelles. Les rebelles eux-mêmes pourraient être à l'origine de cette attaque pour retourner l'opinion internationale en leur faveur et provoquer une répression contre le régime de Damas, ce qui les renforcerait ipso facto. À l'évidence, la prudence s'impose, car en réalité, rien n'a été démontré. Et il est tout à fait inconséquent de s'engager tête baissée dans des représailles dont les conséquences pourraient être dramatiques, alors même que l'enquête n'a pas encore débuté, enquête refusée par Emmanuel Macron. Il faut donc choisir notre camp et lutter coûte que coûte, à temps et à contre-temps, contre les terroristes islamistes. Or, derrière les opposants du régime de Bachar al-Assad, ces soi-disant combattants de la liberté, ce sont les islamistes qui sont à la manœuvre. Leur prise du pouvoir à Damas exposerait la France et les Français à de graves dangers. Au Front National, nous dénonçons cette politique incohérente, totalement schizophrène. Nous devons considérer où est la vraie menace, vraisemblablement plus du côté des rebelles islamistes que de celui du régime de Damas. La parole est maintenant à notre collègue Christian Cambon, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Monsieur le Président, pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le drame que viennent de subir les populations de Douma et la crise internationale que nous vivons sont d'une telle intensité qu'il était nécessaire et urgent d'entendre la voix du Parlement, et je souhaite remercier nombre de nos collègues qui, malgré le calendrier constitutionnel étroit, sont présents ce soir. L'utilisation des armes chimiques sur les populations civiles ne peut en effet rester impunie. Nos armées ont certes brillamment réussi ces frappes, mais rien n'est réglé en Syrie. L'Europe de la défense ne sort pas pour sa part indemne de cette opération. Voilà quelques points que je souhaite développer au nom de notre commission devant vous ce soir. Fallait-il intervenir? Cette question cruciale, c'est celle des preuves. Est-ce bien le régime de Bachar el-Assad qui a commis ces atrocités? Certes, nous savons depuis Alep et Khan Cheikhoun que ce monstrueux personnage n'a jamais hésité à utiliser des armes chimiques contre son peuple, violant ainsi tous ses engagements internationaux. Nous savons aussi que dans cet Orient compliqué, toutes les manipulations sont possibles, les ennemis du matin pouvant devenir les adversaires du soir. Ce qui importe donc, Monsieur le Ministre, c'est de savoir que ce sont nos propres services de renseignement et nos experts qui attestent de ces preuves. Vous avez, hier devant nous et encore tout à l'heure, confirmé solennellement devant la représentation nationale votre certitude sur l'origine de ces massacres et sur l'origine de leurs auteurs. Et donc, si tel est le cas, il convenait de réagir. Réagir d'abord pour porter un coup d'arrêt à ces pratiques ignobles et rappeler qu'on ne peut gazer sa population pour mater une rébellion. Si nos sources sont exactes, il est vraisemblable que les objectifs détruits il y a 4 jours étaient les mêmes que ceux identifiés en août 2013.
Sauf que 5 ans ont été perdus et que des milliers d'innocents auront payé le prix de notre indécision d'alors. Et en 5 ans, le visage des rebelles a évolué, hélas, vers l'islamisme radical. Alors quand on parle de ligne rouge, mieux vaut sanctionner, et vite, sinon ce sont des sabres de bois. Il fallait le faire aussi pour envoyer un message clair aux alliés de la Syrie et particulièrement à la Russie. Ce grand pays, avec lequel tant de liens nous unissent, doit aussi comprendre que le rôle de grande puissance est incompatible avec le non-respect du droit international. Nous l'avons du reste rappelé à nos collègues russes dans le dialogue serein, mais sans concession, que nous avons eu la semaine passée avec les représentants du Conseil de la Fédération de Russie. Les frappes étaient-elles fondées en droit international? Le respect du droit international s'applique bien sûr d'abord à nous. Or, c'est idéalement sur la base d'une résolution votée par le Conseil de sécurité sous le régime du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies autorisant le recours à la force que ce genre d'opération militaire trouve sa légitimité incontestable. Mais force est de constater que l'utilisation par la Russie à 12 reprises, dont 6 fois sur le chimique, à 12 reprises de son veto sur le dossier syrien, a paralysé l'action du Conseil de sécurité, y compris pour le volet humanitaire. Là encore, nous pouvons regretter que les membres permanents du Conseil de sécurité n'aient pas tous accepté la proposition française de s'abstenir d'utiliser ce droit de veto en cas de crime de masse. Le gouvernement s'appuie sur le fondement de la résolution 2118 de septembre 2013 sur le démantèlement du programme chimique, dont le paragraphe 21 que vous avez rappelé mentionne la possibilité du recours à la force. Bien sûr, il aurait fallu en toute rigueur une résolution ultérieure, mais face au blocage sciemment organisé du Conseil de sécurité, c'était la seule solution pour agir. Nous le déplorons et nous souhaitons qu'à l'avenir, il le faudra bien, les Nations Unies trouvent le moyen de rompre la paralysie engendrée par certains membres du Conseil de sécurité. Nos armées ont-elles bien réalisé la mission que leur a confiée le président de la République? Oui, certainement. Dans ce contexte très tendu, où toute erreur d'exécution pouvait ouvrir la voie à une escalade d'une gravité exceptionnelle, nos forces armées ont réalisé un sans faute que nous devons saluer. En moins d'1 heure, tous les objectifs fixés ont été atteints et détruits, sans aucune perte de vie humaine. Additionnant les heures de transit et la tension extrême de l'action, nos forces aériennes et navales ont démontré une fois de plus leur parfaite maîtrise et leur capacité de projection à des milliers de kilomètres, appuyées par des services de renseignement qui avaient parfaitement préparé cette opération. Les procédures de déconfliction, entendez le téléphone rouge, ont parfaitement fonctionné, évitant tout contact avec les forces aériennes russes, dont près de 20 avions étaient en vol d'observation dans ce secteur à la même heure. Je souhaite ici rendre, au nom de notre commission, un hommage solennel au travail de nos militaires, de ces femmes et de ces hommes qui, par leur dévouement, par leur courage et par leurs compétences, permettent à la France d'avoir l'une des meilleures armées du monde. Le Sénat, j'en suis sûr, aura à cœur, lors de l'examen de la prochaine loi de programmation militaire, de leur assurer les conditions de vie, d'entraînement et d'équipement dont ils ont besoin pour accomplir leurs exigeantes missions. Cette action militaire ouvre-t-elle une solution politique en Syrie? Évidemment non. Et si un coup décisif a été porté à la fabrication et au stockage d'armes chimiques en Syrie, rien n'indique qu'elles ont été détruites à 100%, bien au contraire. On peut même imaginer que nombre d'entre elles auront profité de cette étrange semaine de tweets pour être transférées dans d'autres sites. Nous le savons bien, aucune solution militaire ne viendra à bout de ce conflit. Notre ennemi, vous l'avez rappelé, ce n'est pas la Syrie, c'est Daesh et tous les groupes liés à l'islamisme radical. Leur éradication doit donc être achevée à tout prix. Malheureusement, cet objectif se mêle à des confrontations complexes, internes à cette région du monde, dont certaines durent depuis des décennies.
conflit israélo-palestinien, confrontation sunnite-chiite entre l'Arabie saoudite et l'Iran, revendications kurdes inlassablement réprimées par les Turcs qui utilisent maintenant la force contre des alliés courageux face à Daesh, persécution des chrétiens d'Orient, tout concourt à des explosions en chaîne qui menacent le monde d'instabilité et de terrorisme. Alors, Monsieur le Ministre, il vous reste à repartir au combat, mais celui-là, c'est le combat de la paix. Nous avons bien sûr souvent le sentiment de l'impuissance, mais nous avons aussi la chance de pouvoir dialoguer avec le monde entier. Et le Sénat y prend résolument sa part. Notre commission va du reste assurer un suivi actif et vigilant de cette crise. Il faut en effet maintenir le dialogue avec la Russie, bien sûr, nous le faisons, avec l'Iran, avec la Turquie, ce n'est pas si facile. Ce sont les acteurs présents sur le terrain, mais aussi, bien au-delà, avec les organisations africaines, avec les partenaires régionaux, l'Arabie saoudite, avec Israël. Certes, les difficultés sont grandes et, une fois de plus, l'Europe aura montré son impuissance et ses divisions. La Grande-Bretagne a assuré ses responsabilités, mais nos grands voisins, notamment nos amis allemands, nous auront laissés bien seuls, sans même contribuer symboliquement à cette opération. Nous connaissons bien sûr les règles d'engagement de leurs forces armées, bien différentes des nôtres. Mais un soutien plus appuyé, une déclaration nous aurait sans doute rassurés et nous aurait posé moins d'interrogations sur nos perspectives de coopération en matière de défense. Avec les Britanniques, aux forces armées efficaces, il sera important pour nous, malgré le Brexit, de préserver une coopération de défense étroite qui pourra prendre la forme d'un traité spécifique avec l'Union européenne. La Commission des affaires européennes, présidée par mon collègue Jean Bizet, ainsi que notre commission, seront très mobilisés sur ce point. Alors, Monsieur le Ministre, nous allons suivre et appuyer vos efforts pour une diplomatie de la paix, pour une diplomatie du dialogue. Le projet de résolution que la France a fait circuler samedi est une première étape. Elle montre les efforts inlassables de notre diplomatie pour remettre les Nations unies au centre du jeu diplomatique et appeler les autres nations à assumer leurs responsabilités. La visite en Russie en mai du président Macron, qui semble être confirmée, est très importante. Elle devra lui permettre de faire comprendre aux Russes qu'ils ne retrouveront leur rôle sur la scène internationale que s'ils respectent le droit international. Cette visite devra servir à la paix. Mais il est un rôle particulier, Monsieur le Ministre, que la France doit assumer. C'est la dimension humanitaire de ce drame. Derrière ce choc des grandes puissances qui se mesurent à l'aune de ces violences, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants qui ne demandaient qu'à vivre en paix, qui ne comprennent rien à des enjeux qui les dépassent et sont devenus, au fil des 7 années de guerre, les victimes des pires atrocités. Alors, Monsieur le Ministre, travaillez pour que la Syrie retrouve la concorde civile. Travaillez pour que la Syrie soit libérée de l'islamisme radical, pour une Syrie où chaque communauté, même minoritaire, ait sa place, pour une Syrie où les exilés reviennent. Œuvrez pour les couloirs humanitaires, œuvrez pour des zones de protection pour ces malheureux qui ont déjà tout perdu et faites en sorte que ces zones les protègent de ces armes inhumaines. Peut-être, même sûrement, n'aurez-vous pas gain de cause auprès des États, mais vous aurez fait parler la voix de la France auprès de ces victimes qui méritent qu'on les sauve de l'enfer et de la barbarie des hommes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre. Oui. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je voudrais d'abord m'incliner devant la qualité du débat que nous venons d'avoir. Il y a eu des nuances, il y a quelques oppositions, parfois intempestives, mais l'importance de l'enjeu n'a échappé à personne. L'importance de ce débat non plus. Je crois que c'est un bon point pour la démocratie et pour notre fonctionnement démocratique. J'ai déjà en partie répondu, je crois, à certaines
observations lors de mon propos initial, mais je voudrais rajouter quelques points ou d'informations ou d'explications complémentaires. D'abord, pour que les choses soient très claires, je le redis, nous n'avons pas déclaré la guerre. Donc nous n'avons pas ajouté la guerre à la guerre. Nous avons mené une opération armée destinée à réprimer l'usage du chimique, à prévenir sa répétition, à prévenir sa banalisation, une opération armée pour enrayer la prolifération chimique. Parce que, je serais tenté de dire au président Retailleau, c'est Bachar al-Assad qui a rajouté la barbarie à la guerre. Et nous, notre rôle est d'éviter cette barbarie, et la voie de la France, puisque vous l'invoquiez, c'est précisément d'être celle qui refuse la barbarie et qui refuse la généralisation, l'impunité de l'usage de l'arme chimique. Parce que si vous suivez bien l'évolution des forces armées syriennes, après Douma, c'était Deraa. Après Deraa, c'est Idlib. La reconquête de son territoire par les forces armées syriennes n'est pas achevée. Et on serait, comme ça, resté constater l'usage impuni de l'arme chimique répété sans que personne ne se lève, dise c'est contraire aux règles historiques de la communauté internationale depuis la fin de la guerre 14-18. Donc il fallait agir, mais sur les 3 critères que j'ai indiqués dans mon propos initial, une attaque chimique avérée, une attaque chimique létale et une attaque chimique identifiée dans ses responsabilités. Je vais y revenir. Alors, l'argument juridique majeur, c'est la référence à l'accord, à la résolution des Nations Unies 2118, qui a été actée après les événements d'août 2013. Certes, il n'y a pas de résolution engageant la force au titre du chapitre 7 par une décision du Conseil de sécurité. Mais il y a eu une série de violations depuis 2013 de la résolution 2118, violations constatées, violations par le régime de Bachar el-Assad des engagements qu'il normalement devait tenir. C'est d'autant plus vrai que, je vous le rappelle, parce qu'on a tendance à l'oublier, a été institué en 2015 un groupe de vérification réunissant des experts, un mécanisme de vérification, des experts venant à la fois de l'OIAC et de l'ONU. Ce groupe de vérification d'experts, mandaté par les 2 instances, validé par le Conseil de sécurité, qui s'appelle le GIM, groupement d'investigation commun, était mandaté pour aller sur place, non seulement constater l'usage de l'arme chimique, mais aussi identifier les auteurs. Ce que ce groupe a fait à plusieurs reprises, au moins à 4 reprises, identifiant à chaque fois, d'ailleurs, le régime de Bachar el-Assad. Ce qui a amené des résolutions initiées par le Conseil de sécurité qui, à chaque fois, malgré ces observations, entraînaient le veto russe. 6 fois. La dernière étant, et je crois que Mme Assassi devrait s'y attacher, la dernière étant mardi dernier, avant l'intervention, où nous avons souhaité que ce groupe de vérification, ce mécanisme de vérification, soit remis en place parce qu'il n'avait été supprimé en raison d'un nouveau veto russe, pour que l'on puisse dire immédiatement oui, il y a eu attaque chimique et qui en est le responsable. Et cette résolution de mardi dernier a été aussi n'a pas été mise en œuvre en raison d'un nouveau veto russe sur l'arme chimique. Donc, on peut considérer que l'ensemble du dispositif multilatéral est bloqué depuis plusieurs années maintenant sur cette question du chimique par la succession des vétos russes. Et je serais tenté de dire, certes, le veto est un droit, mais le veto ne fait pas le droit international. C'est ça la réalité à laquelle il fallait répondre et c'est la raison pour laquelle nous sommes intervenus. Et puisque tout à l'heure, on me disait qu'il aurait fallu attendre l'arrivée
des inspecteurs de l'OIAC, qui n'a pas pour mission d'identifier qui est le responsable de l'action chimique, mais uniquement de dire, par différentes analyses, y compris en se rendant sur place, qu'il y a eu effectivement une attaque chimique. L'OIAC est aujourd'hui, c'est vrai, à Damas, mais à l'heure où je parle, ils n'ont toujours pas eu l'autorisation par le régime d'aller à Douma. Pourquoi viens-tu si tard? Pourquoi les inspecteurs viennent-ils si tard? Pourquoi d'ailleurs ne pas avoir validé dès mardi dernier une résolution du Conseil de sécurité qui pouvait mandater immédiatement des experts? Voilà quelle est la réalité. Et voilà pourquoi notre action s'inscrit en pleine conformité avec les objectifs et les valeurs proclamées dès ses premières lignes par la Charte des Nations Unies. Notre intervention était justifiée, car il n'était pas tolérable de voir un régime syrien continuer impunément à tuer sa population. Elle était nécessaire, car nous ne pouvions pas continuer à regarder impuissants la succession des blocages initiés par la Russie, par la répétition de son droit de veto. Et cette intervention, tout le monde l'a reconnu, elle est proportionnée, car nous n'avons visé que les sites chimiques clandestins syriens, sans victimes collatérales, je l'ai déjà indiqué tout à l'heure. Il fallait donner un message clair au régime et à ceux qui le couvrent, dire très clairement qu'en matière de prolifération chimique, il n'y aura ni banalisation ni impunité. Je voudrais revenir aussi sur deux autres thèmes qui ont été abordés de manière plus ou moins importante par les uns et par les autres. D'abord sur les preuves, les sources. Certains s'en sont émus ou certains sont interrogatifs. Je voudrais vous rappeler que dès le 7 avril, enfin la nuit du 7 au 8 avril, nous avons disposé d'une masse de plus en plus importante. Quand je dis nous, c'est la France. D'une masse de plus en plus importante de témoignages, de photos, de vidéos, qui toutes ont été analysées et jugées authentiques par nos propres spécialistes. Nous avons en même temps reçu de la part des organisations médicales non gouvernementales qui sont actives dans la Ghouta Est, actives depuis plusieurs années et qui disposent de personnels médicaux. Elles ont constaté et nous ont fait savoir, nous ont fait connaître un nombre massif de patients ou de corps présentant des symptômes d'exposition à un agent chimique. Nous avons pu constater aussi sur l'analyse des photos et des vidéos dont nous avions connaissance l'ampleur du drame et le fait que les symptômes étaient bien identifiés correspondant à l'action de gaz. Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé elle-même a estimé, je la cite, qu'au cours du bombardement de Douma samedi, 500 patients se sont présentés dans les établissements de santé avec des signes et des symptômes correspondant à une exposition à des produits chimiques toxiques. L'ensemble de ces informations a été analysé par nos propres services. Nous avons l'autonomie de décision. Et par nos laboratoires, ils ont tous confirmé que tous les symptômes et tous les éléments constitutifs d'une attaque chimique avec des agents destinés à tuer étaient bien réunis. Il s'agit donc bien d'une attaque chimique. Et la responsabilité de cette attaque ne fait pas davantage de doute. Nous avons d'abord des renseignements confirmant que ce sont des officiers des forces syriennes qui coordonnaient l'emploi de ces armes. C'était pendant l'offensive généralisée pour reprendre le dernier bastion tenu par Jaïd al-Islam dans la Ghouta Est. Et c'était une manière d'accélérer la prise de contrôle de ce secteur. Et ce n'est malheureusement pas la première fois, puisqu'à chaque opération de ce type, les forces armées syriennes ont utilisé les mêmes méthodes qui ont permis d'accélérer sa progression par le gazage des postes de résistance pour soumettre par la terreur des populations civiles. Rappelez-vous Alep, rappelez-vous août 2013, rappelez-vous Khan Sharoun, rappelez-vous les 4 attaques confirmées par le régime dont je parlais tout à l'heure qui ont été effectuées pour la reprise de territoire. Alors j'ai entendu, comme vous, des manipulations lourdes. On nous a d'abord dit qu'il n'y avait pas eu d'attaque chimique. Ensuite, les mêmes, le mardi, ont empêché une enquête indépendante que j'expliquais tout à l'heure. Ensuite, le mercredi, les mêmes ont expliqué que ce sont, mais j'ai entendu ça tout à l'heure d'ailleurs, il me semble, même dans cet hémicycle, que ce sont les habitants de Douma qui se seraient gazés eux-mêmes.
puisque ce seraient les groupes armés qui auraient provoqué en interne le propre sacrifice pour mettre en difficulté le régime. J'ai même entendu par les mêmes manipulateurs que ce sont les services secrets occidentaux qui ont tout organisé. À force de manipuler, on finit par être victime soi-même de ces manipulations. Donc il faut être très vigilant sur ces cycles de manipulation qui répondent qu'à un seul objectif, instiller le doute et diviser nos concitoyens. Je voudrais enfin terminer sur le point central du moment, puisque beaucoup l'ont évoqué. Et maintenant, que faire? Je crois l'avoir dit dans mon propos initial, nous avons un socle d'actions possibles, puisque nous avons 3 résolutions des Nations Unies, 3 résolutions du Conseil de sécurité qui ont toutes les 3 été adoptées à l'unanimité. L'une concerne le chimique, l'autre concerne l'humanitaire et la 3e, plus ancienne, la 2254, concerne le règlement politique. Sur le chimique, il y a dans la résolution 2118 tous les éléments pour mettre en œuvre le démantèlement définitif de la présence d'outils chimiques sur le territoire de la Syrie. Il convient de mettre en œuvre ce dispositif et il y a un outil qui est capable de le faire, c'est l'OIAC, mandatons-le pour cela. Sur l'humanitaire, il y a à peu près un mois, une résolution a été votée à l'unanimité permettant à la fois le cessez-le-feu immédiat et permettant l'accès à l'aide humanitaire de l'ensemble des populations, quelle que soit leur origine. Il faut la mettre en œuvre. Elle a été votée, mais elle n'a pas été mise en œuvre par ceux-là même qui l'avaient votée. Et enfin, la résolution 2254 qui prévoit la manière de régler le problème politique, l'agenda possible, l'organisation de la feuille de route qui permettrait à la fois la transition et un retour à la paix et à la sérénité dans un pays qui a tant souffert. Cette résolution, il est possible de la mettre en œuvre aujourd'hui en réactivant le processus de Genève. Certains se sont essayés, vous l'avez dit, plusieurs d'entre vous, à trouver une autre solution. C'était le processus d'Astana, puis après le processus de Sotchi. Mais même le processus de Sotchi, initié par le président Poutine, en présence et avec le président Rouhani et le président Erdogan, n'a pas abouti parce que le comité constitutionnel qu'il voulait mettre en œuvre pour faire en sorte qu'il y ait une sortie politique sur le territoire syrien a été même refusé par Bachar el-Assad. Donc il faut maintenant regrouper les 3 résolutions qui font le socle de ce qui peut être demain la sortie digne, humaine d'une situation dramatique. Et c'est pour cela que la France, hier, a déposé une nouvelle résolution au Conseil de sécurité, regroupant l'ensemble de ces résolutions antérieures, faisant constater aux uns et aux autres que ces 3 résolutions avaient été votées à l'unanimité et proposant que ce soit le point de démarrage d'une nouvelle étape qui permettrait d'aboutir à un règlement pacifique de la situation. La France assume donc ses responsabilités. Elle le fait en intervenant pour refuser que l'impunité de l'arme chimique, elle le fait aussi pour faire en sorte que l'humanitaire arrive, que le cessez-le-feu soit un fait et que le processus politique se mette en œuvre. C'est l'honneur de la France, la voix de la France, Monsieur le Président Retailleau, que de dire cela et de le dire ici au Sénat et à l'Assemblée nationale, dans nos assemblées démocratiques. Nous avons voulu mettre un terme à l'horreur chimique qui frappe depuis trop longtemps la population syrienne. Nous avons en mémoire les massacres chimiques sur des champs de bataille antérieurs, ce qui renforce encore notre responsabilité. Oui, mesdames et messieurs les sénateurs, nous avons fait notre devoir pour que le droit international cesse d'être bafoué et pour ne plus revoir les images insoutenables venues de Douma le 7 avril dernier. Merci, Monsieur le Ministre. Je donne acte du débat qui s'est tenu sur l'article 35-2 sur sa base. Je vais maintenant lever la séance. L'ordre du jour du mardi 17 avril 2018, 14h30. Voilà, vous avez donc pu suivre les débats au Sénat autour des frappes françaises en Syrie. Je vous rappelle que l'exécutif avait 3 jours pour préciser les raisons de cette intervention aux députés et aux sénateurs. Pas de vote, vous l'avez compris. Merci à vous d'avoir suivi ces débats parlementaires sur Public Sénat. Je vous souhaite une excellente soirée. Restez au cœur du débat.